Donc, on continue. Pour ce qui est de l'étude des semi-conducteurs, elle s'inscrit principalement dans la mécanique quantique. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'explication de la mécanique quantique dans tous ces aspects. Je vais énoncer juste quelques principes de la mécanique quantique qui vont permettre d'expliquer le cours des semi-conducteurs. Donc, l'étude des semi-conducteurs, il faut savoir qu'elle admet les principes de mécanique quantique. Donc, la mécanique quantique, première chose, c'est que on va abolir le modèle planétaire. Donc, la mécanique quantique, elle est venue pour dire que on va plus étudier le modèle planétaire. Le modèle planétaire, c'est quoi? C'est qu'il y a un noyau, il y a des électrons qui tournent dans des orbites autour du noyau. On s'est inspiré du Soleil et des planètes qui tournent autour du Soleil, mais les planètes ils tournent dans des orbites constantes, connues. Or, les électrons n'ont pas d'orbite. Tout ce qu'on sait, c'est que les électrons occupent d'une manière probabilistique des régions de l'espace. Donc, ce n'est pas des orbites. Et ce que les scientifiques ont conclu, c'est que chercher la position de l'électron, c'est une perte de temps. On ne peut pas s'attarder sur ses coordonnées, et sa vitesse et ses aspects de déplacement. Donc, tout ce qu'on a connu dans la mécanique classique, c'est-à-dire accélération, vitesse, position, tout ça, le chercher pour un électron, c'est une perte de temps, ça n'aboutit à rien. Il y aura plein de probabilités et ça ne donne pas grand-chose. On ne va pas se croiser les bras. Les scientifiques ont décidé de chercher une autre coordonnée pour l'électron. Alors là, on va parler des énergies. On sait que l'électron a une certaine énergie et on sait que l'énergie de l'électron ne peut prendre que des valeurs quantifiées. Et c'est de là que vient le nom de la mécanique quantique. Soit qu'il a l'énergie E1, soit qu'il a l'énergie E2, soit qu'il a l'énergie E3 ou E4, et ainsi de suite. Il ne peut pas avoir une énergie entre E1 et E2. Ce sont des énergies connues, quantifiées, et l'électron ne peut pas avoir n'importe quelle énergie. Alors on parle de niveaux d'énergie qui sont autorisés. Donc un électron, soit qu'il est dans le niveau d'énergie E2, soit qu'il peut avoir l'énergie E3. Et là, il va acquérir de l'énergie. Attention, quand je dessine qu'il y a un électron qui se déplace de E2 à E3, ce n'est pas un déplacement d'une orbite à une autre, mais d'un niveau d'énergie à un autre. C'est-à-dire que l'électron va acquérir de l'énergie. Donc, on va dessiner ces traits, mais ce ne sont pas des niveaux spatiaux, ce n'est pas de l'espace, ce sont des niveaux dans l'axe de l'énergie. Il faut essayer de se familiariser avec cette notion. C'est l'axe de l'énergie et l'électron, il est dans le niveau d'énergie O2. Ce n'est pas l'orbite O2. D'accord? Parfois, on a l'impression que ça représente des orbites. En réalité, ce n'est pas le cas. Donc, ce sont des niveaux d'énergie. L'électron a un niveau d'énergie. Il peut acquérir une énergie supplémentaire et passer au niveau d'énergie suivant, ou il peut libérer de l'énergie et descendre au niveau d'énergie précédent. Donc, autre principe de la mécanique quantique, c'est que les électrons, le nombre d'électrons par niveau d'énergie, il est limité. Alors, il y a la règle du 2n carré. Donc, premier niveau, c'est le niveau 1, donc le n est égal à 1, c'est 2 fois 1 au carré, c'est 2. Le deuxième niveau, c'est 2 fois 2 au carré, c'est-à-dire 2 fois 4, c'est 8. Et puis c'est 18, et ainsi de suite. Donc, chaque niveau, il a un nombre d'électrons qui peuvent l'occuper. C'est-à-dire que si on a, par exemple, pour le carbone, 6 électrons, il y a 2 électrons qui auront une énergie E1 et 4 électrons qui auront une énergie E2. Attention, ce ne sont pas les orbites. Encore une fois, j'insiste sur ce point. C'est pas que 2 électrons seront dans les orbites basses et 4 électrons seront dans les orbites hautes. Ce sont
2 électrons qui auront l'énergie E1 et 4 électrons qui auront l'énergie E2. Alors, les couches, les niveaux d'énergie peuvent être vides ou remplis, ou partiellement remplis, ça dépend. Elles peuvent être soit totalement vides, soit totalement remplies, soit partiellement remplies. Mais il y a toujours une condition, il faudrait toujours remplir les niveaux les plus bas. C'est le principe de l'efficacité énergétique, moindre effort. Si l'électron peut avoir une énergie E2 ou E1, il choisira E1. Donc, l'électron, si on a 8 électrons, on aura 2 puis 6. Si on a 20 électrons, on aura 2, puis on remplira le deuxième niveau avec 8, ce qui nous fait 10, et on aura 10 électrons dans le troisième niveau. On remplira toujours à partir du bas. Alors, ce principe des énergies et ce modèle que je viens d'expliquer, il est vrai lorsque l'atome est isolé. Lorsque l'atome est dans l'espace, loin de toute autre interaction avec d'autres atomes. Lorsque l'atome est dans un cristal, dans un corps solide, et de l'interaction avec d'autres atomes, cette image va se transformer. Alors imaginons qu'on rapproche deux atomes et que la distance entre eux commence à diminuer. Ce qui va se passer, c'est que le premier atome a 2 électrons dans le niveau 1 et le deuxième il a 2 dans le niveau 1. Si on les rapproche, on aura 4 électrons dans le niveau 1. Ce que le niveau 1 n'accepte pas. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y aura une petite déviation de ces niveaux. Alors, le niveau 1 de l'un deviendra 1 plus epsilon et le niveau 1 de l'autre deviendra 1 moins epsilon. Il y aura un petit décalage. Et donc, on aura 2 niveaux qui sont permis autour de niveau 1. Il y a le niveau E1 plus epsilon et E1 moins epsilon. Il y aura une petite bifurcation des niveaux d'énergie. Ça, c'est lorsqu'on met 2 atomes. Maintenant, lorsqu'on met un solide où il y a beaucoup d'atomes, l'image va se transformer. Alors, on représente ça en fonction de 1 sur D. D étant la distance entre les atomes. Alors, lorsque la distance tend vers l'infini, c'est-à-dire le cas de l'énergie de l'atome isolé, lorsque D tend vers 0, on a le D tend vers l'infini, le 1 sur D tend vers 0. Et donc, on se retrouve sur l'axe ici et on retrouve ce schéma qu'on vient de voir. Lorsque D n'est plus infini, et donc il a une valeur, le D commence à diminuer, lorsqu'on commence à rapprocher les atomes, le D commence à diminuer et le 1 sur D commence à augmenter, donc on part dans l'axe dans cette direction, on aura des petits niveaux qui se décalent et on aura plusieurs niveaux autour de E1 et plusieurs niveaux autour de E2 et plusieurs niveaux autour de A3 et ainsi de suite. Lorsqu'on aura plusieurs atomes qui se rapprochent, on aura carrément de la continuité, on aura de l'espace continu. Toutes ces énergies-là sont maintenant possibles. Alors ici, on n'avait que ces niveaux précisément qui sont possibles. Ici, on commence à avoir 2 niveaux possibles, puis 3, puis 4, et ainsi de suite. À certains moments, on a toute cette plage qui est possible. Alors, c'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. Alors, si on prend un cristal donné, et dont la distance atomique est connue, pour un certain cristal, on connaît la distance entre les atomes. Si on prend le 1 sur dA,
on trouvera qu'avec une coupe, on aboutit à des bandes énergétiques. Ça veut dire qu'on a une bande qui est autorisée, puis une bande qui est interdite, puis une bande qui est autorisée, et ainsi de suite. Alors, comme ça, on peut distinguer les électrons des couches inférieures. Alors, ces couches-là qui sont inférieures, leurs électrons sont liés à l'atome, ils sont liés au noyau, et donc, ils ne bougent pas. Et il faut savoir que les électrons qui ne bougent pas ne nous intéressent pas du point de vue électrique. Ce qui nous intéresse, c'est les électrons qui bougent, parce que quand les électrons bougent, il y a du courant électrique. Lorsque les électrons sont figés dans une structure ou lorsqu'ils sont liés au noyau, ils ne sont pas intéressants. Enfin, ils sont intéressants pour d'autres fonctions, mais pas pour l'aspect électrique. On distingue les électrons de la bande de valence, qui sont eux qui assurent les liaisons de valence. C'est eux qui forment les liaisons de valence qui font le cristal, qui font le réseau cristallin. Ils sont, eux, moins liés au noyau. Ils sont déjà, ils font la relation entre des noyaux. Donc, ils ne sont pas vraiment liés à un noyau. Et puis, avec un apport énergétique, on peut faire passer les électrons de la bande de valence vers ce qu'on appelle la bande de conduction. Et lorsqu'un électron est dans la bande de conduction, on peut dire qu'il est libre. On l'appelle électron libre, parce qu'il n'est plus lié ni à l'atome, ni au noyau. C'est un électron qui est libre. Un électron qui passe dans la bande de conduction est un électron libre. C'est quoi sa liberté? Ça veut dire qu'il peut se déplacer comme il veut. Et c'est là qu'il devient important. Parce qu'un électron libre, ça veut dire qu'il se déplace. Un électron qui se déplace, ça veut dire un courant. Et c'est ce qui intéresse les courants électriques, c'est ce qui intéresse les électriciens. Donc, on s'intéresse à la bande de conduction. La bande de conduction, c'est la première bande qui est totalement vide. Alors, pour définir ça, on doit être dans l'absence d'apport énergétique. C'est-à-dire, on doit être à la température 0 Kelvin. Parce que si on n'est pas à 0 Kelvin, on a déjà un apport énergétique. Il y aura des électrons qui seront déjà dans la bande de conduction et on ne pourra plus dire que c'est la bande qui est totalement vide ou totalement pleine ou partiellement vide. Donc, la bande de conduction, c'est la première qui est totalement vide. Alors, lorsque l'électron arrive à cette bande, il est considéré comme libre. Il est considéré comme libre de toute attraction atomique. Puis on distingue aussi la bande de valence. On peut définir la bande de valence. C'est la dernière bande occupée par des électrons, soit de façon totale ou partielle. Bien sûr, encore une fois, on définit la bande de valence lorsqu'on est en absence d'apport énergétique, lorsqu'on est à 0 degré Kelvin. Donc la bande de valence, comme je l'ai dit précédemment, c'est elle qui contient les électrons liés avec le réseau cristallin. Alors, la bande de conduction et la bande de valence sont séparées par ce qu'on appelle le gap énergétique ou l'énergie de gap, qui est une zone interdite. Donc c'est cette zone blanche que l'électron ne peut pas occuper, c'est ce qu'on appelle la bande de gap ou la zone de gap, ou l'énergie de gap ou le gap énergétique. Alors, cette énergie, c'est ce qui fait qu'un matériau est isolant, conducteur ou qu'il soit semi-conducteur. Alors, pour les isolants, cette énergie est tellement grande qu'il est difficile de la porter. Donc, pour faire passer des électrons de la bande de valence vers la bande de conduction, il faut apporter beaucoup d'énergie et souvent, ce n'est pas faisable. Donc, il y a très peu d'électrons dans la bande de conduction. Si vous essayez de faire passer un courant électrique, il y aura très peu d'électrons qui vont faire ça. Et donc, ce ne sont pas des conducteurs, ce sont des isolants. Ils ne permettent pas le passage du courant électrique.
Si on regarde les conducteurs, là, le niveau le plus haut de la bande de valence est supérieur au niveau le plus bas de la bande de conduction. C'est-à-dire que la bande de valence et la bande de conduction chevauchent. Et ça donne aux conducteurs leur aspect le plus important, c'est que les électrons sont ici en même temps liés et libres. On peut les considérer comme liés parce qu'ils appartiennent à la bande de valence et on peut les considérer comme libres parce qu'ils appartiennent à la bande de conduction. Et donc, lorsque on fait appel à ces électrons pour faire conduire du courant électrique, eh bien, ils répondent, ils sont libres, ils peuvent bouger. Donc, le conducteur, il a en abondance des électrons. Il y a beaucoup d'électrons qui peuvent répondre à un appel de courant. Et donc, le conducteur permet un bon passage de courant électrique. Et donc, c'est un bon conducteur. Ce sont des conducteurs qui permettent la bonne conduction du courant électrique. Ils ont une bonne conductivité. Maintenant, arrivons aux semi-conducteurs. Les semi-conducteurs ont une énergie de gap qui est faible. Ce n'est pas, comme dans le cas des conducteurs, elle est absente, elle est présente, mais pas aussi grande que celle des isolants. Et donc, avec un petit apport énergétique, on peut faire passer suffisamment d'électrons dans la bande de conduction, ce qui permet de conduire. Mais bien sûr, quand je dis suffisamment, ça ne veut pas dire en abondance. Et ça fait qu'ils sont de mauvais conducteurs. Et c'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs des semi-conducteurs. Ce ne sont pas vraiment des conducteurs, ce sont des mauvais conducteurs d'ailleurs. Ils conduisent très mal le courant. Mais quand même, ils peuvent le conduire. Et ils auront un autre intérêt. On ne va pas les utiliser pour faire conduire le courant. Ils auront d'autres utilisations. Alors, cette énergie de gap, c'est un paramètre propre au matériau. C'est-à-dire que si on prend tel ou tel matériel, je trouverai qu'il a telle énergie de gap. Alors, si par exemple on prend les semi-conducteurs que l'on a vu tout à l'heure, alors la mesure pour l'étain n'existe pas. Maintenant, pour le diamant, le silicium et le germanium, vous verrez que c'est 5,4 électronvolts, 1,17 électronvolts et 0,74 ou 744 électronvolts. Vous remarquerez que, comme je l'avais annoncé avant, le diamant est un mauvais semi-conducteur parce que son énergie de gap s'approche des 6 électronvolts des isolants. Et donc, c'est un semi-conducteur, il reste un semi-conducteur par définition physique, mais qui n'est pas très utilisable, déjà pour son coût, et puis pour son énergie de gap qui est élevée, et donc on ne l'utilise que lorsqu'on a vraiment des cas particuliers qui nécessitent le diamant.